Les amis, si vous avez cliqué, vous le savez aujourd'hui, Nissan GT-R, les dieux de l'enfer pour Ferrari et pour Porsche, puisque pour certains, c'est sans doute la plus chouette hypercar de la planète, rien que ça. On va tout de suite en parler avec Benjamin Royer, que certains connaissent puisqu'il a aussi sa chaîne YouTube. Il adore l'automobile, c'est peu de le dire. Et aujourd'hui, il nous fait un super cadeau. Merci Benjamin. De rien, salut. C'est un monument, hein? Écoute, ouais, c'est quand même une pièce de choix que je vous rapporte là. Ouais, j'ai commencé mon introduction en mettant immédiatement les pieds dans le plat. Pour certains, c'est mieux qu'une Porsche, c'est mieux qu'une Ferrari. Est-ce que tu as la réponse en un mot? Non, c'est différent, c'est pas comparable. Surtout que là, on parle de quelque chose de très avant-gardiste pour l'époque. Mais on pourrait comparer ça à une 911 Turbo, mais c'est tout. C'est pas comparable à une Ferrari, c'est pas comparable à autre chose. Voilà. Elle a une très belle histoire. Nissan, c'est une marque généraliste. Oui. Et tout à coup, en 2007, ils sortent ça. Un engin fantastique. Alors, la GT-R existe depuis les années 90. En fait, ça, c'est la version R35. Il y a eu la R33. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Elle est tellement marquante qu'effectivement, j'en oublie ça. Mais c'est la plus populaire, tu as raison, parce que les autres n'étaient pas importées en Europe. Elles étaient que réservées en Asie, pour le marché asiatique et les marchés américains. La R35 a été la première GT-R à être importée dans tout le globe, finalement, si je ne dis pas de bêtises, et produite en aussi grand nombre, finalement. Les autres générations précédentes étaient moins diffusées, en tout cas. La tienne, elle a 12 ans. Alors la mienne a 12 ans, mais cette version de GT-R a même 15 ans, puisque les premières sont arrivées en 2007. Il y a eu 4 phases sur les GT-R. C'est dingue, parce que quand on t'a vu arriver, pour tout vous dire, moi je me suis dit, elle a 2-3 ans à peine. C'est un truc de fou. Non. Les premières phases sont arrivées en 2007, donc les versions 485 chevaux. Ensuite, il y a eu les 530, les 550 et les 570, les toutes dernières, mais qui en fait, dont les améliorations étaient esthétiques et un petit peu mécaniques, mais la base est celle-ci. Et ils ont arrêté la GT-R l'année dernière, en 2022, mais en réalité, cette voiture a 15 ans de production, mais peut-être 20 ans d'histoire derrière elle, parce que le début du cahier des charges, c'était dans les débuts des années 2000. Donc finalement, on est en 2023. On dit même que ça commençait peut-être au milieu des années 90, où ils se disaient, tiens, on aimerait bien avoir notre Porsche 911 à nous, et allons-y, quoi. Exactement. Et silhouette d'enfer, certains lui reprochent son côté peut-être un peu tarabiscoté, mais au moins ça lui donne son caractère et tout le monde l'a en tête. C'est japonais, voilà, ça ressemble pas à des Ferrari, ça ressemble pas à une Porsche, c'est vraiment propre, je pense, à la GT-R. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'à l'époque, quand elle est sortie, il faut le dire, il y a des rumeurs qui disent que ça valait 100 000 €, c'est faux. Le prix TTC, alors il n'y avait pas les histoires de malus et tout, mais c'était un peu plus de 80 000 €. Il faut se remettre à l'époque où une 997 Turbo, qui était la concurrente, 4 roues motrices, plus de 500 chevaux, etc. Valait le double, voire même un peu plus 200, si on tapait un peu dans les options, etc. Donc c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Et puis d'autres choses, donc il faut parler 4 places. Derrière, il y a 2 vraies places, qu'on le veuille ou non. Alors oui, un mec qui fait 1m90 et 150 kg, il va être compliqué, mais il y a 4 places. Sur la carte grise, il y a 4 places, il y a un coffre, 4 roues motrices, il n'y a pas de défaut en fait. On va aller à l'intérieur et on a hâte de monter, mais rien que sur l'extérieur déjà, toi les points que tu retiens, parce qu'elle est truffée de détails. Ouais, alors moi c'est l'arrière. L'arrière, quand on voit une GT-R, moi c'est reconnaissable entre mille. C'est ma première GT-R, le cul, c'est un truc de fou. Et t'as les pots en titane tout bleu, c'est ça, c'est marrant parce comme ont un peu tout. Chauffé, Mais c'est fou, c'est vraiment propre au titane, ça l'identifie immédiatement, quoi. Il y a un petit côté bleu, mais l'arrière, les 2 phares comme ça, alors c'est pas très élégant, c'est pas fin comme une Ferrari. Mais pourtant, il y a des Ferrari qui ont des phares ronds. Oui, mais c'est pas placé de la même façon. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de travail harmonieux dans l'arrière. Là, on sent que le mec, son coup de crayon, il était. Mais en même temps, c'est ce qui identifie la GT-R.
Et on aime ou on n'aime pas, moi je trouve pas ça très élégant, mais par contre c'est très identifié, c'est iconique un peu, c'est la GTR. Alors ce qu'on dit aussi de la GTR, et sans doute à raison, c'est qu'elle est un peu tunée. Tu sais, tu as l'impression qu'elle est moins élégante, moins fluide. Et pourtant c'est une voiture un peu... Celle-ci est stock, mais c'est vrai que la GTR c'est un peu une voiture symboliquement qui se prépare. Ouais, non mais raconte, ouais. Donc c'est-à-dire que t'en as beaucoup qui vont jusqu'à changer les jantes, augmenter le freinage. Moi je connais des gens qui ont des GTR qui font 1500 chevaux. Avec le même bloc. Alors il faut le forger, tout ce que tu veux, mais c'est fou. C'est une voiture qui est faite pour la préparation. T'as des mecs qui mettent 1500 chevaux là-dedans. Mais il y en a même aux États-Unis, tu as des fous. Bon, après, ça, c'est encore autre chose. Ils mettent 3000 chevaux, ils mettent un réacteur d'avion dedans. Tu vois. Ça fait un dragster qui marche. C'est ça, exactement. Mais non. Tu comprends les pots en titane qui soient aussi gros pour cracher les flammes. C'est ça. Et moi, si tu veux, pour la petite anecdote, le mec qui me l'a vendu, je l'ai acheté en Suède, il m'a dit la bagnole est presque stock. Mais il m'a quand même montré la liste des pièces. Tu as quand même une liste longue comme le bras. Et pourtant, c'est vrai que quand tu la regardes, tu dis elle est stock la bagnole. Mais non, mais complètement. D'ailleurs, merci de nous en avoir apporté. Moi, j'adore ces couleurs-là. Un gris sympa, l'intérieur clair qui est rare. Ouais, c'est vrai. Merci. Et extérieurement, alors d'autres petits points, tu vois, je voyais, là c'est quoi? C'est une sorte de répétiteur? C'est quoi? Ouais, ça c'est les catadioptres. À mon avis, c'est ma théorie, c'est que comme la voiture, justement, c'est une voiture qui a été diffusée dans tout le monde entier, aux États-Unis ils sont obligés d'avoir les homologations. Ouais. Donc pour moi, ils ont harmonisé le truc pour éviter de faire des versions US et des versions Europe. C'est une supposition, mais je pense que c'est plus que probable. Les poignées, je trouve ça super mignon. Intégré, ouais. Il y a un côté Tesla, mais c'est... Attends, c'est dingue. Il y a un côté un peu, je sais pas si tu as connu, c'est bien construit. Tu as connu les Fiat Barchetta. Oui, qui avaient les mais mêmes moi j'adorais. poignées. C'était hyper fin. C'était fin. Il y avait un petit bouton pour les sortir. C'est ça, t'appuyais et ça sortait la poignée et tu tirais. D'ailleurs, si tu me permets, oui. Petit message à vous qui nous regardez, si vous avez une Barchetta, c'est vrai que c'est... à bras ouverts, venez nous la présenter, c'est mignon comme tout. Là aussi, alors ça c'est pas du fake, hein. C'est vraiment, ça ventile vraiment. Ça ventile à mon avis, c'est ta chaleur des freins qui se dissipent. Voilà. C'est pour éviter de faire un trop plein d'air. Les jantes aussi. Les jantes simples, de la GTR. Mais hyper efficaces. Ouais, Puis alors c'est des tout petits freins. Hein. Ouais, c'est des tout petits freins d'origine, mais ça freine. Non, je déconne, mais c'est énorme. Moi j'adore quand c'est, tu sais, presque bronze là. C'est vachement beau aussi. Tu sens que c'est une voiture d'ingénieur en fait. Ouais, c'est ça. Et on verra à l'intérieur, il y a un système embarqué qui est assez pareil pour l'époque novateur, parce qu'aujourd'hui ça nous paraît évident, mais on en reparlera, d'avoir tout un tas d'informations, la pression turbo, la gestion du différentiel et tout. Aujourd'hui tu l'as sur pas mal de bagnoles, mais ça, 2007 les amis. En 2007, les voitures, elles avaient des compteurs, t'avais pas d'écran tactile, Et d'ailleurs, c'est marrant que tu le dises parce que je me souviens des papiers de l'époque en les lisant, où justement ce côté presque jeu vidéo, mais ça faisait toute la différence avec les autres. Tu as dit un truc très intéressant. Pourquoi jeu vidéo? Parce que le design de l'écran a été fait par Polyphony Digital, qui est le designer de Gran Turismo. Et d'ailleurs, quand on allume la voiture, tu verras, il y a Polyphony Digital, et les gens qui ont joué à Gran Turismo, ça a été un peu maintenant surpassé par Forza, mais moi j'ai joué à Gran Turismo comme un fou. Et quand tu ouvres Gran Turismo, tu as Polyphony Digital. Oui, tu es accueilli comme... Ouais, tu as l'impression que c'est pareil. D'où le rappel jeu vidéo qui est... C'est Gran Turismo dans la réalité en fait. Exactement. On monte à bord? Let's go. La petite poignée, c'est absolument adorable. Oula, c'est marrant, il y a un truc sans doute pour la rigidité. Tu vois, il y a une sorte de... Ouais. Les contreportes, GTR ici sur les surtapis. Il y a un côté un peu Godzilla, c'est marrant. Ouais. Bah, on la surnomme Godzilla. Hein. Mais c'est super bien construit. Pour 80 000 € de l'époque. Regarde, le petit rappel. Tu vois, c'est dont tu parlais, Polyphony Digital. Et en fait, t'as tous les manos. T'as tout un tas d'infos. Alors, il faut la démarrer. En gros, t'as plein d'infos, quoi. Pression, la suralimentation, la pédale de frein, la vitesse, TG au freinage. C'est de la compétition déjà. C'est ça, exactement. Et encore une fois, au risque de se répéter, les autres n'avaient pas ça, quoi. Les autres n'avaient pas ça. Aujourd'hui, elles l'ont toutes, mais aujourd'hui, on est en 2022. Elles l'ont eu peut-être il y a 5-6 ans, mais celle-ci avait 10 ans d'avance.
C'est un truc de fou 10 ans, parce que les gens se rendent pas vraiment compte de ça. Mais 10 ans, dans l'échelle de l'automobile et d'un point de vue ingénierie, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu parlais par exemple de la 3D dans le cinéma, tu vois, c'est une avancée majeure, tu vois. Non, mais bien sûr. Écoute, ce qui est fascinant aussi, c'est que les finitions sont... Il y a du vrai plastique, on le sait. Oui. Les aérateurs sont sympas comme tout, ronds, très sportifs. Les boutons, effectivement, c'est Nissan. Oui, C'est de la grande série, mais c'était solide. bien sûr. Ouais, tu Bien sens que fini. Ouais, c'est costaud. c'est du costaud, ouais. Le petit bouton start, il est canon, Ouais. avec le on au orange. Ouais. Le frein à main, ça aussi, c'est mignon comme tout. Écoute, je bug de me dire c'est pas possible. C'est fou, hein. C'est fou tellement c'est bien. Le volant aussi, vachement ça. Le volant. Bon, c'était à l'époque où tu avais un bouton par fonction, donc tu vois, t'en as partout, mais en même temps, ça colle à l'époque, tu vois. Et là, ici, le compteur gradé jusqu'à 340. Ah oui, ça prend. Attends, allez, on a oublié l'essentiel, la puissance. D'origine 485. Mais 485 bien géré. Et les performances, le 0 à 100, c'est quoi? 0 à 100, tu dois être à 3 secondes. Alors sur les premières comme ça, tu dois être à 3 secondes 6, 3 secondes 7. Ce qui a été fulgurant pour Ouais, l'époque. et encore, c'est ce qui était annoncé dans la fiche technique. En revanche, dans le réel, voilà, il disait que ça pouvait même être dans les un peu plus de 3 secondes. Mais et la petite histoire, c'est que tu as un launch control de folie là-dessus. Pareil, c'était un peu une des premières à faire un launch control. Complètement, ouais. Et il se disait, alors peut-être que les abonnés vont pouvoir y répondre, il se disait que si tu faisais plus de 3 ou 4 launch control, la garantie chez Nissan sautait. Parce qu'ils estimaient que c'était tu faisais prématurément la boîte, ça y était, la fonction existe, tu peux le mettre, mais si t'en faisais trop, T'avais un usage trop excessif du truc, ouais. C'est ça. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Et ils le repéraient comment? C'était en maintenance quand ils... Tout est informatisé, ils mettent la valise. Et boum, ils savaient. Ouais. Ah, vous avez fait 4, c'est con. C'est ça, C'est exactement. terminé. Exactement. Et ouais, incroyable. C'est une question toute bête, mais on ne devrait pas poser sur ce genre de voiture. Ça consomme beaucoup. Ah ou ouais, pas? ça consomme. Ouais, ça consomme. Même moi, ça me choque un peu parce que... Ah ouais, à ce point-là, tu Ouais, vois, je pensais ouais. que tu... Bah tu vois là, je suis à 13,5 mais je roule tranquille quoi. Mais je pense que tu dois être à 20 en moyenne. Ok, bon allez, on roule, on y va. On va écouter ce bruit du moteur. Parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est... t'as des vibrations, t'as Et pareil, une ambiance. t'as tout un tas de réglages qui est assez intéressant. Donc là, tu vois, tu règles ta motricité. Là, tu règles ton différentiel. Et là, ton amortissement. Oh. Et ça, pareil, à l'époque... Et les différences, elles sont vraiment notables. C'est-à-dire que tu ressens vraiment la dureté de l'amortisseur. Ouais, complètement. Et justement, tu vois, en commençant à rouler et tout ça, c'est une voiture avec laquelle tu prends énormément de plaisir à rouler. Elle correspondait à tes attentes. Moi, Toi qui as la chance tu vois, d'avoir pas mal de points de repère de voitures sportives, d'aimer le circuit aussi. Moi, si tu veux, c'est une bonne question. C'est ce que je dis aux gens quand ils me demandent ce que j'en pense. C'est que pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire si j'aime ou pas. Oui, j'aime la voiture, c'est une super voiture, mais en tout cas, ça ressemble à absolument rien de ce que j'ai déjà conduit. Et c'est assez important pour le signaler, c'est que j'ai conduit beaucoup de voitures. J'en ai eu aussi pas mal, des Porsche, des voitures sportives, moins sportives, tout. Et ça, c'est vraiment complètement différent. C'est vraiment, ça ressemble à rien d'autre. C'est efficace, ça freine bien, en tout cas, on est confortable. Ça fait tout bien, c'est... Le petit bruit, tu sens que ça... Ah oui. Est-ce qu'elle est douce? Tu sais, on dit des Porsche qu'elles peuvent être douces comme un agneau quand tu les conduis à bas régime. Et puis tout à coup, elles peuvent être quasiment mises entre toutes les mains. On va partir à gauche. Et où ça, elle est un peu on-off. Tu vois, il y a un côté un peu... Non, c'est doux, c'est bien fait. Ça peut être utilisé en daily. Et le bruit, il est caverneux, il est vachement... Il y a une vraie mélodie, en fait. Ça souffle. Ça pousse et ça souffle. Ouais, t'as un gros turbo. C'est fou. Ouais, non, c'est... Non mais tu sens, et alors les rétrogradages aussi sont vachement bien. Ah, il y a des petites palettes et tout ça. T'as des grosses palettes même, ouais. Ah, c'est marrant comme tout. T'as un mode automatique, mais tu peux les gérer aux palettes. C'est une boîte double embrayage. Encore une fois, pour l'époque, c'était assez avant-gardiste. Vachement bien, ouais. C'était assez avant-gardiste. Non, c'est assez fou. Et un petit détail assez marrant. Ouais, dis-nous. Je pense que ça va te plaire. C'est le chronomètre. Tu as un chronomètre que tu peux activer au volant. Et ça montre vraiment l'esprit. Parce que c'est très compétition. Si tu veux, dans les voitures de sport, tu l'as le chronomètre, mais tu n'as pas le bouton au volant.
Là, tu sens que la voiture, elle a été... la sportivité est en avant. Tu as un bouton pour le chronomètre, tu vois. Ouais, t'es pilote. T'es pilote. Et c'est vrai que pour resituer aussi le contexte, c'est une véritable voiture d'ingénieur. Les Japonais s'étaient lancé un défi en disant on veut battre Ferrari et Porsche, et en plus à pas cher. À pas cher. Et bien fait. À pas cher. Tu voulais la concurrente chez Ferrari, je pense qu'à l'époque, en 2007, ça devait être la F430. Ouais, c'est ça. 430, ça valait 200 000 euros. Et encore, c'était pas aussi performant que ça, je suis sûr. Et les ingénieurs de Maranello, quand ils ont dû voir débouler ce truc-là, ils ont dit oh putain. Ouais, après c'est les Italiens, tu sais, ils sont... je pense qu'ils ont dû se dire oui, ça ressemble à rien, ça fait pas un beau bruit, oui, tu les vois venir de loin. De toute façon, c'est ça. C'est leur première super hypercar. Bon, voilà, c'est ça. Soit. Sauf qu'en réalité, sur circuit, t'avais rien qui... Et puis ils se tiraient la bourse sur le Nürburgring aussi, tu sais, qui reste aujourd'hui une sorte de juge de paix. Ouais. Tout le monde se bat pour essayer de gagner une seconde. Mais elle a quelque chose effectivement de très attachant. Puis alors c'est super, t'as pris intérieur clair. Alors ça, mais vraiment, bravo Benjamin. Moi j'adore les choix de config un peu... C'est rare, blanc j'en ai jamais vu. Je pense que pourquoi j'en ai jamais vu. Même le ciel de toit et tout. Ah mais c'est super. Ouais. Moi j'ai envie de l'acheter. Pourtant c'est pas ma cam, tu vois. Mais quand tu vois ça... C'est vrai que c'est une caisse quoi. En fait c'est une voiture... on peut aimer ou pas. Je suis encore partagé de savoir si j'adore ou si juste j'aime bien. Mais en tout cas, elle te procure un truc. Mais elle est extra, quoi. Ouais. Oh, et alors, t'as toutes les... Mais t'as l'impression d'être un ingénieur. Le jet des freinages. Attends, mais c'est Formula One sur Netflix. C'est dément. Ça. T'as la direction, t'as ça, la position de tes rapports, en fait. C'est vachement bien fait, quoi. Honnêtement. Ah non, mais tu peux passer un temps fou à tout regarder, t'as la pression de l'huile. Et je crois que tu peux même mettre tes données donc sur t'as les transmissions et tout. Oh, c'est dingue, excuse-moi. C'est fou. On adore regarder ça, il y a un côté presque enfant. Ah, mais c'est un truc de fou. Ah, écoute, merci. C'est un vrai beau tour de manège, en fait. Fais gaffe, ça arrive devant. Et ben, voilà, on a donné le sourire. On dit, elle tient la route. Ça tient bien la route, effectivement. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est son prix aujourd'hui. Alors, son prix aujourd'hui, c'est intéressant, mais la GTR en 2022, comme je disais tout à l'heure, a été stoppée en production pour laisser place à la nouvelle, qui sera hybride, semble-t-il. Mais toutes les cotes ont remonté sur les GTR, même les toutes premières, parce que je pense que, bon, déjà, il y a l'effet rareté, puisqu'il n'y en aura plus, donc forcément, voilà. Mais il y a aussi, je pense, eu un phénomène assez particulier où les gens se sont dit, la GTR, ça ne peut pas valoir moins d'un certain prix. C'est-à-dire que ça, il y a 3 ans, ça valait, franchement, on pouvait en trouver à 40-45 000 euros. Il y a 3 ans, ça valait le prix d'une berline compacte familiale bien équipée, bien optionnée avec un joli moteur. C'est ça. Mais à bout d'un moment, il y a un peu de rationalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de voitures qui valent beaucoup d'argent, mais on se dit pourquoi ? Et en fait, en réalité, ça, c'était l'inverse. On s'est dit, mais une caisse comme ça, aussi aboutie, avec autant de techno, qui reste fiable, qu'on le veuille ou non, il y a eu des problèmes de fiabilité, mais dans l'ensemble, ça reste fiable. Ouais, mais vive l'industrie japonaise. Voilà, ça ne peut pas coûter moins d'un certain prix. Donc, mécaniquement, selon moi, ça s'explique comme ça, les prix sont montés. Et on a découvert la qualité de cette voiture aussi. C'était pas qu'un feu d'artifice au démarrage. Bah après, c'est une voiture qui a été beaucoup démocratisée grâce au film Fast and Furious notamment. Et puis les gens qui aiment les voitures japonaises, c'est une communautaire, ils savent que c'est des bonnes voitures, tu vois, les Civic Type R, les GTR, même les moi j'avais une GR Yaris par exemple, toutes ces voitures là, on sait que c'est des bonnes voitures, les Japonais on sait qu'ils savent faire des autos, mais la GTR, je pense qu'il y a eu ce phénomène où les gens se sont dit attends, comme tout, à un moment tout coûtait pas très cher, mais on peut pas laisser la GTR se donner, tu vois. En tout cas collector. Je pense que ça va devenir collector. S'il y a une super ou hypercar japonaise à collectionner,
Celle-ci. Ouais, alors il y en a eu beaucoup, mine de rien. NSX et LFA peut-être, tu vois? Ouais, LFA, c'est collector parce que c'est. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis en vrai, c'est V10, enfin voilà, un truc de fou. Mais en l'occurrence, la GTR, il y en a eu beaucoup. Mais c'est collector selon moi par rapport à tout ce qu'on a dit. Le prix, le fait que ce soit abouti, etc. Après, dans le côté collector, il y a aussi le fait que ce soit rare. Et malheureusement, c'est pas si rare que ça, une GTR. Il y en a beaucoup. Mais je pense que les modèles peu kilométrés d'origine, qui n'ont pas été modifiés, Eux ont une vraie valeur. eux sont collecteurs. Et là, Ok. c'est vrai. Bon, bah écoute, à bon entendeur. J'étais en train de réfléchir, toi, je me dis des gens qui adorent l'automobile, qui sont collectionneurs. Est-ce qu'un collectionneur de Ferrari et de Porsche a dans sa collection une GTR? Ce serait marrant que vous nous répondiez, que vous nous disiez, bah oui, moi justement, j'ai une collection assez éclectique. Parce que, tu sais, il y a vraiment deux camps, quoi. Il y a deux camps, mais pour conclure, le problème de cette voiture, et d'ailleurs heureusement qu'elle ne coûtait pas au prix d'une Ferrari ou d'une Porsche, c'est qu'elle n'a pas le côté statutaire des marques que tu as citées. Et donc, un collectionneur vraiment passionné, il pourra dire oui, j'en ai une, ou j'en veux une, ou je pourrais en avoir une. Pour le contenu technologique. C'est ça. Et pour tout le reste, un mec qui a une Ferrari ou une Porsche parce qu'il veut ce côté un peu statutaire, ce que je respecte, hein, on a tous une recherche. Bon, voilà. les goûts et les couleurs, C'est c'est ça. personne n'a tort ni raison. Il va te dire, ouais, c'est une Nissan, moi j'ai un X-Trail, je vois pas pourquoi j'aurais une voiture collectionnable de la même marque que ma voiture de tous les jours, tu vois. Alors qu'en fait, si. En toute honnêteté, on peut. En tout cas, on a fait... Bah, c'était chouette, hein. C'était cool, hein. C'est un sacré tour de manège, on va s'en souvenir. Merci, tu vois, elle est comme ça, elle est pour l'éternité, voilà, sur 100 bornes. Benjamin, merci beaucoup. Merci à On toi. se retrouvera parce que tu as quand même quelques voitures. Hein. Ouais, j'ai des trucs cool et puis c'est toujours sympa de passer dans la chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, j'adore les contreportes, elles sont magnifiques. C'est tellement... c'est hyper contemporain. Oh, Bose en plus. Ah, vachement bien. Voilà, à vous tous, évidemment. Si vous souhaitez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, elle n'a pas besoin d'avoir 1000, 2000, 3000 chevaux. Un petit moteur, une belle histoire, son histoire, vous venez nous la raconter. À bientôt.